matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse d'accueillir Jacques Sapir pour évidemment analyser tout ce qui se passe autour de la guerre en Iran et les conséquences mondiales que cela va entraîner. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes spécialiste de l'économie, notamment spécialisé sur l'économie russe, le développement économique à l'échelle internationale également, professeur à l'école de guerre économique, professeur associé à la MSE-MGU à Moscou, et puis auteur dernièrement de ce livre « La fin de l'ordre occidental » aux éditions Perspectives Libres. Nous retrouvons Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chroniqueur, Bonjour, financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume et évidemment cofondateur de Tocsin. Jacques Sapir, on est vraiment très heureux de vous entendre aujourd'hui. Pour tout vous dire, ça fait depuis longtemps d'ailleurs avec Guy de Lafortelle aussi qu'on attend ce moment parce qu'on a besoin, on est vraiment heureux d'entendre vos analyses en ce moment sur évidemment cette guerre en Iran qui est brûlante d'actualité et les conséquences que cela va entraîner évidemment dans cette zone mais au niveau mondial. Et non seulement conséquences directes, mais je voudrais dire le basculement que cela peut provoquer sur les différentes puissances géopolitiques. Oui, effectivement. Alors, si on veut simplement regarder en termes de constat, nous avons une pénurie de pétrole qui est de l'ordre de 11 millions de barils jour. Globalement, il y en a 14 qui sont bloqués par le détroit, mais à travers les différentes dérivations, dont la dérivation d'Arabie Saoudite ou celle des Émirats Arabes Unis et d'Oman, ça réduit ces 14-15 autour de 11, 5. Ok, donc on en est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il manque à peu près entre 15 et 20% de la consommation. Évidemment, ça a un effet sur les prix du pétrole. Ça, si vous voulez, on pourra discuter, et en particulier de la différence entre les prix au futur et les prix physiques, qui s'explique d'ailleurs tout à fait par le type de ce qu'on appelle un marché de vendeurs dans lequel nous sommes. Mais il faut savoir que le pétrole, ce n'est pas simplement une matière énergétique. C'est une matière première. Autrement dit, elle sert dans toute une série d'industries. Alors, l'industrie chimique, ce qu'on appelle la pétrochimie, même chose pour le gaz, c'est une évidence. Elle sert aussi dans la métallurgie, parce que nous avons des dérivés sulfurés très souvent. Alors, il faut d'abord rappeler une chose. Le pétrole n'est pas un bien homogène. On dit le pétrole. En réalité, il serait beaucoup plus correct de dire les pétroles. Nous avons entre 72 et 84 qualités de pétrole différents. Le pétrole qui vient du Golfe est un pétrole lourd qui contient pas mal de soufre. Alors, pour des gens qui veulent faire du carburant, ça passe, mais c'est surtout absolument essentiel pour tous les chimistes. Tous les gens qui font de la chimie ont désespérément besoin de ça. Deuxièmement, il y a le gaz. Alors, le gaz, c'est essentiellement le Qatar. Les usines de liquéfaction sont arrêtées, donc il ne sort plus une bulle de gaz du Golfe. Je rappelle que le Qatar, alors ça dépend des années, mais il oscille entre le premier ou le deuxième exportateur de gaz au monde. Et surtout, les dérivés du gaz, ce que l'on fait quand on veut purifier le gaz. Parce que si le pétrole contient du soufre, le gaz aussi contient du soufre. Donc il faut le purifier avant de le liquéfier. Eh bien, sont très utiles. En particulier, c'est avec du gaz qu'on produit de l'hélium. Et l'hélium, maintenant, on commence à le savoir, ça ne sert pas simplement à gonfler des petits ballons. C'est absolument essentiel pour toute l'industrie électronique, en réalité, et aussi pour la fabrication de batteries de voitures automobiles. Alors là, ça commence à devenir extrêmement sérieux. Donc on est parti sur une crise qui est réellement globale, qui même si
le détroit d'Ormuz était rouvert aujourd'hui ou demain, hein, même si après, les Américains et les Iraniens disaient, allez, on arrête de faire des bêtises, tous les bateaux qui veulent passer peuvent passer, il n'y a pas de problème. Tiens, d'accord. Mais le problème, c'est que d'abord, il faut charger les bateaux. D'abord, il faut les remettre en marche. Ils sont bloqués depuis 7 semaines. Donc, il y a un travail de remise en marche, de ramener les équipages. Parce que très souvent, ils n'ont gardé que des équipages squelettiques pour tout simplement entretenir le bateau. Donc, il faut charger les bateaux. Il faut le temps qu'ils arrivent en Europe ou en Asie. Ça prend au moins 1 mois. Voilà. Donc, on est déjà parti sur quelque chose qui dure. Et puis après, il y a les destructions actuelles. C'est pas le fait de ramener des bateaux qui va réparer les destructions. Donc, on est parti sur quelque chose qui va durer et qui, aujourd'hui, prend une dimension dramatique, tout d'abord dans l'agriculture. Alors, on parle beaucoup du transport aérien. C'est aussi un vrai problème. Hein. Je signale, c'est un vrai problème parce qu'il y a toute une industrie qui est liée au transport aérien, en particulier le tourisme. Hein. Je rappelle que la France reçoit 100 millions de touristes par an, donc nous sommes concernés à ce titre-là. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'agriculture. On le voit dans les pays pauvres d'Asie. Alors, essentiellement, le Bangladesh, le Sri Lanka, en partie l'Inde. Mais aussi des pays semi-pauvres comme la Malaisie, l'Indonésie et surtout le Vietnam. Dans toutes ces régions, les récoltes à venir sont aujourd'hui très affectées, tout simplement parce que le riz ou le blé n'ont pas eu les engrais nécessaires au moment des semis. D'accord, donc c'est une question d'engrais qui sont donc pétrodépendants. Qui vont manquer. Alors pourquoi plus ces pays-là? Parce que finalement, en étant plus pauvres, ils ont peut-être moins de marge de manœuvre, c'est ça? Alors il y a de ça. Et vous savez qu'à un moment donné, le Sri Lanka s'est fait doubler par d'autres pays et il a dû acheter une cargaison de pétrole à $286 le baril. Je dis bien 286. Normalement, le prix réel est entre 140 et 160. Bon. Alors oui, il y a de cela. Il y a aussi le fait que toute une série de pays, y compris les États-Unis, voient le prix des engrais monter. L'urée, qui est nécessaire pour faire des engrais, et que l'on produit à partir du gaz ou du pétrole. Bon. L'urée valait au marché de la Nouvelle-Orléans environ $320 la tonne métrique. On est passé à 360 au début de la guerre. On est actuellement à $720. Donc, ça a doublé. Eh bien, tout simplement, il y a des fermiers, hein, il y a les grandes fermes du Middle West qui disent non, à ce prix-là, on ne peut pas utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va planter des cultures qui ne demandent pas des engrais azotés. Donc, ils substituent du soja au maïs. Alors, vous allez dire, pour la nourriture, c'est pas catastrophique. Oui. C'est exact. Mais il y a toute une série de productions qui sont faites à partir du maïs qui ne peuvent pas être faites à partir du soja. Ah oui. Tous les glucoses, les sirops, qui sont essentiels. Alors, vous allez dire, oui, c'est de la mauvaise bouffe. Oui, d'accord. Mais c'est quand même ce que mangent essentiellement les Américains. Oui. C'est absolument nécessaire pour stabiliser. L'amidon. Or, l'amidon est utilisé dans toute une série d'industries. Donc, tout cela va manquer quand il y aura les récoltes, c'est-à-dire l'automne prochain. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, comme vous l'aviez expliqué, on est sur des effets de levier à chaque fois avec des temporalités différentes. Donc, l'arrivée des navires, quand bien même ils puissent de nouveau passer par ce détroit, il faut décaler d'1 mois. Et pour ce qui est de l'alimentation et des cultures, faut décaler en fait les effets de toutes ces pénuries à la saison prochaine finalement. Donc vous dites que septembre prochain. Pour le riz, qui a été le premier concerné, puisque la saison des semis se fait fin mars, début avril. C'est cet été que ça va commencer à se faire sentir. Pour le maïs,
Ça va se faire sentir aux États-Unis probablement vers le début de l'automne et en Europe vers l'automne. Donc c'est là où on aura effectivement on va vraiment sentir la secousse. Et donc c'est là, en réalité, où nous aurons le véritable choc inflationniste. Hein. Il faut le savoir. Hein. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est déjà sérieux, mais c'est très loin du choc inflationniste que nous aurons. On est sur une pré-secousse, en fait. Alors, oui, tout à fait. Pour le moment. Je pense que Guy a beaucoup de questions. Juste qu'on continue. Donc là, on est sur l'alimentation. On a fait l'Asie. Vous avez parlé des États-Unis, un peu de la France sur ce choc qui devrait arriver en automne. L'Afrique, peut-être ? L'Afrique, bien sûr. Alors, pour l'Afrique, oui, mais il faut faire attention. Vous avez toute une série de pays qui sont à des niveaux de production agricole assez faibles, enfin des rendements assez faibles. Pas nécessairement des niveaux de production parce que la population est nombreuse. Et qui utilisent très peu d'engrais. Oui, donc finalement, parce que ils vont s'en sortir. Voilà, ils n'avaient pas les moyens de s'en payer. Alors, s'ils n'ont pas les moyens de s'en payer à X dollars la tonne, à 2X la tonne, ils ont encore moins les moyens de s'en payer. Mais si vous voulez, là, ça joue moins. Oui, donc là, on va dire d'une certaine façon, ce sont des pays qui seront plus résilients sur cette crise-là. Oui, sauf qu'ils sont tributaires de pays qui sont vendeurs de matières alimentaires. Si vous voulez, ces pays achètent du blé, du maïs. Et ça, d'ailleurs, c'est une des conséquences de la politique de la Banque mondiale il y a 30 ans, qui leur a dit « Concentrez-vous sur des cultures spéculatives, abandonnez les cultures vivrières. » Bon. Et là, aujourd'hui, ils vont être très, très dépendants. Alors, après, vous pouvez avoir des producteurs qui, eux, peuvent continuer à produire facilement, parce qu'ils sont aussi producteurs d'engrais, le cas de la Russie notamment, qui peuvent dire « on va vous vendre du blé », mais le problème, c'est que la Russie n'aura pas les surplus de production pour vendre à tout le monde. Pour vendre à tout le monde. En même temps, là, comme l'Europe décide de plus négocier avec la Russie, ça fera déjà ça de moins. Oui, mais l'Europe a continué d'acheter du blé russe. Hein. Par exemple... on n'a pas le droit d'acheter du gaz, mais on a le droit d'acheter du blé. Alors, on achète du blé via des intermédiaires pour faire, non pas du pain, mais pour faire les gâteaux bas de gamme. D'accord. Alors, je me tourne vers Guy de Lafortelle pour la suite des questions. Oui, mais je suis très intéressé par votre analyse sur les effets sur les États-Unis, parce qu'on entend beaucoup d'analyses qui viennent dire que finalement les États-Unis seraient, je parle bien au conditionnel, c'est pas mon avis non plus, les grands gagnants de cette affaire parce qu'ils sont autosuffisants en pétrole. Vous nous avez déjà dit qu'il y a différentes qualités et que effectivement les qualités de pétrole et gaz de schiste sont pas très bonnes. On le sait. Est-ce qu'on peut essayer de faire dresser le tableau de toutes les dépendances des États-Unis à cette crise, que vous avez déjà parlé de manière agricole, ce qui est déjà important. Est-ce qu'on peut voir un peu en quoi quelles sont les pénuries et même aller au niveau monétaire et financier en fait parce que moi je crains en fait que les États-Unis soient les premiers les plus gravement affectés par cette crise au niveau monétaire. Alors, il y a une véritable pénurie parce qu'il faut savoir que la consommation totale des États-Unis implique l'importation d'environ 25 à 30% de la consommation de pétrole. Autrement dit, les États-Unis peuvent exporter leur pétrole, qui est un pétrole relativement léger, et ils sont obligés d'importer du pétrole lourd pour faire fonctionner leur pétrochimie. Et aujourd'hui, ils sont soumis à une pénurie, alors pénurie relative, mais une pénurie qui s'exprime en termes de montée des prix, sur le pétrole lourd, et c'est ce qui donne cette pénurie durée à la Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'est est-ce que le Venezuela pourrait compenser assez rapidement ou pas? C'est du pétrole lourd, le Venezuela, alors, très lourd. Ça dépend. Vous avez du pétrole léger à Maracaibo, et du pétrole lourd, voire très lourd, dans le delta de l'Orénoque. Là encore, hein, le pétrole du Venezuela n'est pas standard. Hein, c'est un mix de différents types de pétrole. Il peut en partie, mais d'une certaine manière, son pétrole est déjà acheté. Bah oui. Et ils ont déjà, parce que comme ils avaient besoin d'argent, ils ont eu tendance
à prévendre leur pétrole. Et il y a toute une série de pays qui l'ont déjà acheté. Donc, d'une certaine manière, les Vénézuéliens ne pourraient vendre qu'un surcroît de production. Alors oui, ils peuvent monter en production, c'est évident, mais le problème, c'est comme ils ont été victimes de sanctions qui ont touché naturellement les investissements dans le secteur pétrolier, ça va prendre du temps. Donc, on ne peut pas considérer que le Venezuela, c'est une production qui pourrait augmenter, si vous voulez, comme sur un bouton. Hein. Vous êtes en puissance moyenne, vous tournez le bouton, vous passez en grande puissance. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, il y a quand même eu, avec le coup contre Maduro, il y a quand même eu immédiatement, au mois de janvier, la réallocation du pétrole qui partait en Chine, qui est du coup désormais part aux États-Unis. Donc il y a quand même ça, pour le coup, ça a été immédiat. Une partie, pas la totalité, et loin de la totalité. Très loin, c'est très loin de la totalité. Donc voilà, on a ce problème-là. Après, il y a un autre aspect. C'est le fait maintenant que les différents pays du Golfe envisagent de plus en plus de vendre leur pétrole, soit dans les monnaies nationales, oui. Bon, c'est le cas par exemple pour l'Arabie Saoudite, soit en yuan. Oui. Alors, il faut préciser qu'ils avaient déjà cette tendance depuis les années 2021-2022. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau en réalité. Mais maintenant, ils sont beaucoup plus décidés à le faire, ce qui va évidemment poser un gros problème aux États-Unis, mais pas dans l'immédiat. Sur la question du pétrodollar. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de banques centrales qui commencent à utiliser dans leur rapport interne la dénomination le pétro-yuan. Alors oui, ça, on le voit. Je précise que le pétro-yuan reste faible, c'est-à-dire qu'il doit être aujourd'hui à peu près 6 à 7% des devises qui sont utilisées pour le pétrole, mais il était inexistant il y a à peu près 5 ans. Donc, s'il continue à monter, oui, ça va poser un problème évident aux États-Unis. Et on voit bien d'ailleurs que les États-Unis commencent à s'en inquiéter, outre le fait qu'ils vont être confrontés, comme tous les pays, mais ils vont être confrontés à des limitations dans leur industrie. Bon, même si eux-mêmes sont producteurs d'une partie des matières premières, ils vont connaître des limitations importantes. Est-ce qu'il n'y a pas, aussi, du point de vue monétaire, effectivement, il y a est-ce qu'il n'y a pas, de manière plus rapide encore, le fait que les pays du Golfe, qui étaient des gros acheteurs du bon du Trésor, sont en ce moment même en train de devenir, à l'inverse, non plus seulement acheteurs, mais ils vont être demandeurs de crédit. Et est-ce que les États-Unis, est-ce que le premier risque actuel pour les États-Unis n'est pas le fait qu'ils aient perdu leurs plus gros acheteurs internationaux de bons du Trésor, donc qui finançaient leurs dettes par les pays du Golfe, le Japon, alors ça c'est indépendant, mais il se trouve que le Japon aussi est en train de sortir de là, et la Chine évidemment qui finit de se délester de ces bons du Trésor. Qu'est-ce que ça peut avoir ça comme effet pour les États-Unis d'un point de vue monétaire ? Alors là aussi, il faut faire attention. Le premier acheteur de bons du Trésor, historiquement, ce n'était pas les pays du Golfe, c'était la Chine. Et la Chine a inversé sa position depuis maintenant plusieurs années. Bon, même si, les gens qui connaissent pas grand-chose disent oui, la Chine est en train de vendre massivement. Non, la Chine vend de manière assez prudente les bons du Trésor. Ce qui est vrai, par contre, c'est que pour les pays du Golfe, comme ils ont eux-mêmes besoin de liquidités, ils ont besoin, si vous voulez, ils vont avoir besoin de matériel. Par exemple, quand vous avez une usine chimique qui a été détruite à 50% par une frappe iranienne, il faut que vous rachetiez des machines, il faut que vous rachetiez du matériel. Ces machines et ces matériels coûtent abominablement cher. Par exemple, la grande usine chimique de Jubail en Arabie Saoudite, qui est une joint venture entre la société saoudienne et une société américaine. Elle a coûté 20 milliards de dollars. 20 milliards. Donc ça, plus les dommages qui sont faits sur les infrastructures, plus le fait qu'il va falloir payer des gens qui ne peuvent plus travailler puisque leur outil de production est détruit. Si vous voulez, vous avez aussi ça comme problème. Oui, ça veut dire que
très nettement, ces pays vont être des vendeurs de bons du Trésor. Alors, ce que ça peut provoquer, dans un premier temps, c'est évidemment une montée des taux aux États-Unis. Les taux peuvent monter. Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont monter au-delà du niveau auquel ça commence à provoquer des tensions financières très graves, ou est-ce que la hausse des taux sera limitée en deçà? Ça, je vous dis très honnêtement, personne ne peut le dire. Mais il faut voir qu'il y a un véritable risque que cette hausse des taux passe à un moment donné, je dirais, la barre où, par exemple, les grands assureurs américains vont commencer à avoir des problèmes. Alors, bien sûr, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, peut réagir. Elle peut elle-même racheter une partie de ces taux. Jusqu'où pourra-t-elle aller? Et surtout, on sait très bien que le rachat de bons du Trésor, ça ne fonctionne que quand on est en présence d'une crise modérée. S'il y a un véritable phénomène de panique, là, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Simplement, on n'en est pas là pour l'instant, mais c'est évidemment un risque qui doit être dans l'esprit de tous les gens qui calculent un petit peu ce que ça peut donner. Je pense que c'est un risque qui est plutôt, disons, pour l'été ou le début de l'automne. Alors, pardon, si on va jusqu'au bout de ce scénario, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut provoquer une perte de confiance dans la finance américaine. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, cette perte de confiance, elle ne sera pas totale. Pour une raison très simple, c'est que si les États-Unis achètent beaucoup, ils sont de gros importateurs, ils sont aussi de gros vendeurs. Donc, d'une certaine manière, ce fait d'être un gros vendeur constitue une forme, je dirais, de matelas qui fait que, oui, on peut voir une chute du dollar, par exemple, dans les réserves des banques centrales. Actuellement, le dollar doit être autour de 54 ou 55%. Il pourrait tomber à 40%, voire 35%. Oui, ça c'est possible. Qu'il tombe en dessous me semble quand même, je dirais, relever plus du fantasme que de la réalité. Est-ce qu'on peut considérer que, toujours en poussant un peu le scénario au bout de ce paroxysme, on peut arriver à une crise de la mondialisation finalement, et une remise en question aussi de ce système? La crise de la mondialisation, ça fait longtemps qu'elle est là. Vous savez, l'économiste en chef de la Banque mondiale, ma collègue Carmen Reinhardt, elle l'a dit au début de 2021, il y a cette fameuse déclaration, la crise de la Covid a été le dernier clou dans le cercueil de la globalisation. Voilà, ça fait un de plus. Voilà. Alors, un dernier clou, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant. Ce discours a été fait en 2021. Donc oui, de toutes les manières, nous ne sommes plus dans la mondialisation, au sens où non pas que nous n'ayons pas besoin les uns des autres, et ça c'est une chose importante à comprendre, c'est-à-dire que bien sûr, il y a toujours un besoin de commerce mondial, et on le voit aujourd'hui, par exemple, le fait que des raffineries du Golfe ne puissent plus produire du kérosène va avoir un impact à la fois sur les compagnies aériennes d'Asie, mais aussi sur les compagnies aériennes américaines. Bon, ce qui est détruit, c'est cette idée que tout pouvait être géré de manière mondiale à travers une série de règles que tout le monde, je dirais, plus ou moins grognant, protestant, mais finissait toujours par adopter. Ça, c'est fini et on est en train de retourner extrêmement vite à des logiques bilatérales, voire multilatérales, mais multilatérales de manière très réduite dessus. On le voit par exemple sur l'importance soudaine prise par la Russie. Alors, la Russie a toujours été très importante sur tout ce qui est le commerce de l'énergie. D'accord. Mais il se fait que une catégorie du pétrole russe, celle qui est la plus vendue, ce qu'on appelle l'Urals. Qui sert à quoi? Pardon? Quoi? Qui sert à quoi? Alors, justement, lui, il peut servir à tout. Ah oui. Si vous voulez. C'est pas un pétrole très spécialisé. Il est un peu trop lourd pour les producteurs de carburant, mais pas trop. Mais ça passe. Ça passe. Et il est suffisamment lourd pour qu'on puisse faire de la pétrochimie avec.
Le résultat, c'est que tout d'abord, le prix de l'Urals, au niveau des indices, a dépassé le prix du Brent. Traditionnellement, comme quand on était en situation, je dirais, d'excédent ou disons de satiété du marché, on recherchait plutôt des pétroles très spécialisés. Bien sûr. Et donc, le Brent, qui est un indicateur des pétroles plutôt légers, avait un certain prix et l'Urals se situait entre 6 et 10 dollars en dessous. Aujourd'hui, l'Urals est à 15 dollars au-dessus. Vous voyez déjà la bascule. Et par ailleurs, je ne connais pas un trader qui ait acheté une cargaison d'Urals au prix d'index. Le prix d'index est de l'ordre de 115 dollars. Donc le prix de l'index pour le Brent est un petit peu en dessous de 100, voire maintenant, voilà, il a baissé actuellement, mais il est en train de remonter très vite. Je ne connais pas un trader qui ait acheté de l'Urals à ce prix. Actuellement, on achète de l'Urals entre 140 et 160 dollars. Les raffineurs indiens, qui eux étaient, si vous voulez, les premiers consommateurs du pétrole lourd du Golfe. Alors, soit ils arrêtent leur raffinerie, ça coûte abominablement cher, parce qu'après, vous ne pouvez pas la remettre en route immédiatement, parce que quand vous l'arrêtez, il faut, je dirais, c'est pas simplement, on ne met pas un équipement comme ça sur pause, il faut prendre des précautions particulières pour les tours de cracking, etc. Donc, ils sont prêts à payer une surprime de 16 dollars le baril pour de l'Urals. Et donc, actuellement, la Russie leur vend de l'Urals qui est payé en réalité à 160 dollars le baril. Et encore, ils s'estiment heureux. Ils s'estiment heureux parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation bien pire qu'eux. Parce que déjà, ils ont une livraison. Voilà, parce que voilà, ils ont du pétrole, déjà. Sur ce point précis, Guy, je ne sais pas si vous avez encore une question. Comment est-ce que vous analysez cette espèce d'énorme divergence de prix entre, on va dire, le pétrole pur papier, ou on va dire qui est autour de 100 dollars. Si vous regardez le dated Brent, il est à 117. En réalité, les échanges se font plutôt à 130. Vous me dites, comment est-ce que vous savez comment c'est seulement possible et comment est-ce que ça peut se réconcilier, cette affaire-là? Comment est-ce que ça... Pardon, si on peut juste avant, mais évidemment en répondant à la question de Guy de Lafortelle, peut-être faire un petit devoir de pédagogie par rapport à nos auditeurs et réexpliquer déjà la différence entre la vente, le coût du marché et le coût physique. Alors, ce que vous proposiez tout à l'heure d'ailleurs. Les indices, ce qu'on appelle maintenant le prix papier, c'est le fait que des opérateurs, des acheteurs et des vendeurs, se mettent d'accord sur des prix au futur. Oui. Autrement dit, ils vendent à 6 semaines, 8 semaines, parfois 3 mois, et ils se disent, à cette époque-là, le prix, il y a plus de probabilité qu'il monte qu'il ne descende, donc on va se mettre d'accord sur un prix qui va satisfaire les deux. Bien. Ce sont des contrats qui peuvent être rompus. Évidemment, ça se paye. Une rupture de contrat, ça se paye, et ça se paye à hauteur du volume du contrat. C'est-à-dire que vous avez, quand vous signez un contrat, vous signez en même temps une prime. Si vous rompez le contrat, ça vous coûte à peu près 5 dollars le baril, etc. Bon. Sur un... si vous voulez, quand les prix étaient autour de 60-70, 5 dollars le baril, oui, ça vous faisait une prime assez sérieuse. Donc, en règle générale, on ne rompait pas le contrat. Bien. Aujourd'hui, pour toute une série d'acheteurs, le problème, c'est d'avoir du pétrole, pas de l'avoir au meilleur prix. Oui, et pas de l'avoir dans 3 mois. Voilà. Et pas, mais même pour dans 3 mois, si vous voulez, ils veulent avoir de pétrole. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux tenir que courir, donc je vais tout de suite acheter une consommation importante. D'où d'ailleurs le fait que les stocks augmentent en réalité dans toute une série de pays, en particulier en Chine. Sauf que pour avoir du pétrole, il faut payer.
Là, c'est le prix, je dirais, c'est le prix spot, ou ce qu'on appelle le dated price. Il faut payer, et c'est là où on paye effectivement $130, voire plus. Oui, mais si vous ne payez pas ça, vous risquez d'avoir à le payer plus tard, quand vous en aurez vraiment désespérément besoin, à $160. Donc, ça fait un écart de $30 le baril. Bah oui, ça vaut le coup de rompre le premier contrat et de repasser. Ça vaut le coup, surtout, je dirais, pour le vendeur. Et donc, ce que l'on constate, c'est que l'on est en présence d'un nombre de ruptures de contrat importants de vendeurs qui se disent « Oui, d'accord, ok, je vais me prendre... je vais me prendre une pénalité de 5 à $8 le baril. Mais comme je vais gagner $40 sur la quantité, qu'à cela ne tienne. Et surtout, le problème, c'est qu'il n'est pas sûr que les acheteurs fassent jouer justement cette clause de rupture de contrat, parce qu'ils se disent « Et si le vendeur ne me vendait plus ?» On est vraiment dans un phénomène de marché de vendeurs. Et dans un marché de vendeurs, les anticipations des vendeurs, les anticipations à la hausse continue, sont extrêmement raides. Et donc, il ne peut plus y avoir d'équilibre parce que vous avez l'anticipation du vendeur qui, lui, pense que le prix va continuer à monter et l'anticipation de l'acheteur qui dit « Oui, mais moi, à quel prix je vais pouvoir continuer à acheter ?» Et c'est ça, en fait, le problème. Et donc là, vous avez toute une série d'acheteurs qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Alors, vous savez qu'on a eu, la semaine dernière, des restrictions de transport au Vietnam. On commence à avoir des restrictions, par exemple, en Inde, sur la vente des petites bonbonnes de gaz, vous savez, sur lesquelles on fait fonctionner les réchauds. Bah, tout simplement, le prix de la bonbonne de gaz a triplé ou quadruplé. Les gens ne peuvent plus se le payer. Donc, on a l'ensemble de ces phénomènes. Quand est-ce que ça va reconverger ? Soit quand les acheteurs accepteront la totalité des conditions des vendeurs. Ça, c'est une possibilité aussi. Bon, voilà, dans ce cas-là, l'indice de prix va pas baisser ou il va même pas se stabiliser, il va continuer à monter. Bon, il est possible qu'on converge à la hausse ou il est possible que l'on converge vers un prix moyen, mais parce que toute une série d'acheteurs vont être sortis du marché. Quand j'ai sorti, c'est-à-dire qu'ils seront en faillite. En réalité. Et donc, la demande globale baissera. Ah oui. Si vous voulez, il peut très bien y avoir un phénomène de baisse des prix, mais à travers une destruction de la demande assez importante. Donc, il y aura déjà eu une pénurie avant, de toute façon. Voilà. Donc, et c'est par exemple ce qui risque de se passer pour les compagnies aériennes. Je pense que les grandes compagnies, vous savez, celles qui font partie de ces grands conglomérats, elles vont tenir le coup. Mais je pense qu'il y a beaucoup de compagnies, de petites compagnies, ou de compagnies qui sont très centrées sur le low cost, qui, elles, ne pourront pas. Et donc, nous aurons une destruction d'une partie de l'offre du fait des prix, ce qui, évidemment, va faire remonter de manière importante le prix moyen du billet. Ouais. Il a déjà monté de 50%, et je pense qu'il va monter nettement plus. Peut-être, puisqu'on est sur le carburant, on est sur les compagnies aériennes, mais faire un point aussi sur le carburant on en a beaucoup parlé, mais des agriculteurs, du gazole, même des gens tous les jours qui travaillent, donc que ce soit le diesel ou l'essence. Comment vous voyez les choses de ce côté-là ? En France, au moins ? En France, on va être confronté à une montée, parce que, il faut dire, pour l'instant, nous sommes en train de recevoir les derniers pétroliers qui ont quitté le Golfe. Un pétrolier qui a quitté le Golfe avant qu'il y ait cet énorme problème sur le détroit d'Ormuz, il arrive à peu près maintenant où il est arrivé il y a une semaine
Alors, soit dans une raffinerie qui est hors de France et qui va nous livrer des produits raffinés, soit, il y a quand même encore quelques raffineries qui existent en France, il y a Donge notamment. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait essentiellement du carburant pour les véhicules. Donc, ce n'est pas le diesel industriel, c'est le diesel qui sert dans votre véhicule. C'est ce véhicule qu'on veut interdire à l'intérieur des agglomérations. Bon, OK. Donc, vous êtes confronté à un prix qui monte, mais vous n'avez pas encore le pic de prix qui est provoqué par la pénurie. Ce qui risque de se passer vers la mi-mai, c'est que, en particulier pour les qualités de diesel dites industrielles, on soit confronté à des phénomènes de pénurie. Alors, je signale que les différents gouvernements ont débloqué les stocks stratégiques, mais que ces stocks stratégiques seront épuisés d'ici la fin mai. Ah bah donc. Donc, ça va être rapide. On va avoir très clairement un problème. Alors, ce problème trouvera une solution. Il faut être clair là-dessus. Ce sera quoi la solution ? Il trouvera une solution soit par destruction de la demande. Une partie de la demande sera détruite. Il trouvera une destruction par des formes de réallocation des qualités de carburant, ce qui peut arriver aussi. Donc, et il trouvera enfin une solution par une forte hausse des prix. Oui. Alors, juste, pardon, si on donne un exemple, destruction de la demande, ça veut dire, par exemple, interdiction de déplacement, de loisirs ou ce genre de choses-là ? Par exemple, oui. Et vous avez dit... Par exemple, ouais. si vous prenez, par exemple, sur le kérosène d'aviation, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Oui. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Vous avez certains pays en Asie où les annulations de vol atteignent 35%. Oui. Bon, il nous reste peu de temps, 6 minutes pour être exact. Guy de Lafortelle a certainement aussi une question. Moi, je voulais vous demander, donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de la question pétrolière en général, comment vous voyez en quoi, on va dire, cette crise va réorganiser le monde en termes de jeu de puissance. Tout à l'heure, vous citiez la Russie qui, évidemment, tirait son épingle du jeu. Y a-t-il d'autres pays qui vont pouvoir finalement sortir renforcer cette crise ou cette guerre et d'autres affaiblis ? Alors, à court terme, les pays qui ont pris des précautions ou qui ont des capacités libres maintenant de vente importantes s'en tireront le mieux. J'ai vu des aberrations sur la situation de la Chine. En réalité, la Chine a fortement augmenté depuis maintenant plusieurs mois ses réserves. Et donc, la Chine peut tenir absolument le choc de pénurie. C'est nous, occidentaux, qui avons laissé nos réserves tomber extrêmement bas. Après, le deuxième point qui est important, c'est nous aurons désormais une préférence pour le transport par voie terrestre au détriment du transport par voie maritime. C'est important pour le gaz, parce que ça veut dire qu'on va privilégier les gazoducs à la liquéfaction du gaz et à l'usage des méthaniers. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, nous allons avoir, et on le voit bien par exemple sur la stratégie de la Chine. La Chine est en train de sécuriser toute une série de gazoducs, de projets de gazoducs, comme Power of Siberia No. 2. Bon, ça c'est très clair. Deuxième point, nous allons avoir des clubs de vendeurs et d'acheteurs. Par exemple, quelques pays vendeurs, la Russie, vont s'entendre avec des pays acheteurs, mais on vous garantit un approvisionnement. Alors, bien sûr, il faudra payer, mais on vous garantit un approvisionnement. Et le problème va surtout être sur les pays qui n'arriveront pas à rentrer dans un de ces clubs, si vous voulez. C'est ça qui va être un réel retournement de situation. Après, globalement, nous aurons un effet de destruction de la demande important, qui évidemment va se traduire par des crises économiques dans les différents pays, mais qui va faire retomber la demande de pétrole
au niveau où elle était il y a peut-être 20 ans. C'est tout à fait possible. D'ores et déjà, pour ce qui est du transport aérien en Asie, on est revenu sur des chiffres qui sont plutôt des chiffres du début des années 2010. Et il n'est pas du tout impossible que l'on tombe jusqu'à des chiffres qui correspondent aux années 1980, début des années 1990, avant la crise asiatique de 97-98, qui évidemment avait provoqué une chute du transport aérien, mais qu'on revienne à des chiffres datant d'avant l'explosion économique de l'Asie. C'est tout à fait possible. Même chose pour toute une série de productions. Alors, là encore, il y a des pays qui vont être durement touchés. Prenons le cas de l'hélium. Tous les producteurs de matériel électronique et de puces ont désespérément besoin de l'hélium. Maintenant que le deuxième producteur mondial, le Qatar, est out, on a le premier producteur, ce sont les États-Unis. Ils couvrent leurs demandes. Et puis, on a la Russie qui va monter très probablement en part de marché, qui va monter très vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vont avoir des problèmes la Malaisie, qui produit à peu près 6 à 8% des microprocesseurs au niveau international, bien, qui a déjà passé un accord spécifique avec la Russie. Nous allons avoir un problème avec Taïwan, et je suis pratiquement sûr que la position de Taïwan par rapport à la Chine va commencer à baisser. Enfin, disons, ça va commencer à changer. Bon, parce que, en fait, ce qui se prépare aussi, c'est qu'en Asie, un hub de distribution, pas de production, mais de distribution, ça va être la Chine. Parce que la Chine va recevoir probablement d'ici 2028-2029 autour de 138 millions de mètres cubes de gaz, 138 milliards de mètres cubes de gaz par an. C'est considérable. Donc c'est au-dessus des besoins de la Chine. Si on ajoute le fait que la Chine va continuer à acheter du gaz à la Birmanie, et donc elle va être en capacité de liquéfier ce gaz et de le vendre à des pays comme les Philippines, peut-être le Japon, etc. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un réel regroupement de pays qui va se faire autour du binôme Chine-Russie. Oui. Ça, c'est très clair. Ça qui va jouer essentiellement sur l'Asie. Ce qui est très intéressant, Jacques Sapir, c'est que c'est déjà quelque chose que vous aviez décrit. Oui, c'est un phénomène qui... on revient sur ma toute première question. Est-ce que cette crise va provoquer une réorganisation du monde ou une accélération d'un phénomène qui avait déjà lieu ? Finalement, pour vous, on est plus sur l'accélération ou le basculement d'un phénomène qui était déjà en cours. Tout à fait. Mais cette accélération se fait aussi dans une situation internationale très dégradée. Oui. Et je pense que les pays européens, mais aussi les États-Unis, vont être confrontés à des baisses de production importantes. Parce que c'est l'ensemble de leur appareil industriel qui va être touché. Bon, ajoutons en plus le fait que la Chine a décidé de mettre un petit grain de sel, elle a bloqué les exportations de soufre. Alors, si vous n'avez plus de soufre, parce qu'il n'y a plus le pétrole du Golfe, et si vous n'avez plus de soufre parce que les Chinois n'en vendent pas, or le soufre est absolument indispensable pour plusieurs métaux, et en particulier pour l'acier, mais aussi pour d'autres alliages. Vous allez avoir un vrai problème. Et donc, tout ceci me fait penser maintenant qu'on va avoir une crise importante, mais qui ne sera pas simplement l'effet des prix du pétrole, des prix des dérivés du pétrole, etc. Ça a aussi le fait que, comme les ménages seront confrontés à une hausse des prix importante,
Et comme il n'est pas question que le gouvernement arrive à les compenser, si vous voulez, simplement, je rappelle que la précédente fois où nous les avons compensés en 2022-2023, ça a coûté des prix absolument effroyables. On a été à plus de 8% du PIB en termes de dette. Hein. Bon, eh bien, ils vont payer. Ils vont réduire leur consommation de biens manufacturés. C'est assez logique. Parce que, si vous voulez, en France, Et le il va y avoir problème des n'est pas... faillites énormes aussi. si vous voulez, vous ne pouvez pas payer, vous mourrez. Non, Ouais. c'est vous pouvez payer, mais vous le faites au détriment de votre consommation. Et si vous avez ce problème de consommation, c'est évidemment la totalité de l'industrie manufacturière, mais pas simplement en France, hein, en Allemagne, etc., qui va souffrir et qui va baisser. Donc, ça va accélérer, je dirais, la forme d'épuisement que l'on a au niveau des économies européennes, voire de l'Union européenne, mais je ne sais pas maintenant ce que ça vaut, et ça va accélérer le déclassement de l'Europe par rapport à l'Asie. Très intéressant tout ça. Guy de Lafortelle, une question? Oui. Est-ce que dans ce déclassement dont vous parlez, est-ce que, la Russie, d'un point de vue, j'allais dire, de capacité, pourrait compenser de manière significative les pertes en gaz et en pétrole pour l'Europe? Et de deux, est-ce que vous voyez, j'allais dire, une sorte de chemin de réconciliation possible entre l'Europe et la Russie? Alors, techniquement, si les projets que les Russes ont avec les Chinois, et qui sont commencés, hein, maintenant, on n'est plus dans de la discussion, on est dans de la réalisation, ces projets sont exclusifs d'exportation de gaz vers l'Europe. En termes de contrat ou en termes de capacité? Alors, pour l'instant, en termes de capacité, il n'y a pas encore de contrat, puisque les gazoducs ne fonctionnent pas. Oui. Hein. Ils sont en train d'être construits. Mais en termes de capacité, si la Russie doit fournir l'équivalent de 120 à 130 milliards de mètres cubes par an à la Chine, il n'en restera pas assez pour l'Europe. Ça, il faut le dire. Même chose d'ailleurs pour le pétrole. L'Inde a aujourd'hui, si vous voulez, entre début 2022 et actuellement, la demande indienne à la Russie a été multipliée par 20. Je répète, 20. On n'est pas sur une hausse de 50%, qui serait déjà importante, si vous voulez. Non, on est sur une hausse de 2000%. Il faut comprendre. Oui, ceci va avoir des conséquences. Alors après, est-ce qu'il y a un chemin de réconciliation? Mais là, on est dans le politique. Alors bien sûr, le politique, il est aussi influencé par les capacités économiques. Mais regardez comment s'est fait recevoir le Premier ministre belge, qui le premier, il y a 3 semaines, il a dit, et quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est qu'effectivement, le temps n'est peut-être plus de vouloir couper tout le commerce, il est peut-être de reprendre contact avec la Russie. Mais ça, est-ce que, par exemple, les dirigeants de l'Union européenne accepteront de supprimer toute une série de sanctions? Parce qu'il faut être clair, les Russes actuellement sont en position de force sur ce domaine. En tous les cas, ils sont clairement en position de force. Donc, vous allez avoir une délégation européenne qui va venir avec un grand sourire. Voilà, on souhaiterait vous acheter pour cette année tel. On ne veut certainement pas de vente au coup par coup. Si vous décidez d'acheter, de recommencer vos achats, il faut que vous vous engagiez de manière stricte sur une certaine période. Bon, sinon on ne vend pas. 2. Et puis il faut que vous supprimiez toute une série de sanctions. En particulier, cette idée de bloquer le prix d'achat à $60 le baril, alors qu'on est actuellement, je dirais, autour de 130, 140, voire $160 le baril pour l'Urals. Donc, attendez, ça ne va pas, là. Il va falloir que vous annuliez tout ça. Et que vous preniez des engagements que vous n'allez pas recommencer.
parce qu'on leur a fait le coup une fois. Bon, faut pas les prendre non plus pour des lapins de 3 semaines. Si vous voulez, ça me semble évident. Bon, donc, l'Europe, et aujourd'hui, si vous voulez, les dirigeants européens, là encore, c'est pas parler d'Europe n'a pas de sens. Mais si vous voulez, les dirigeants européens, que ce soit Madame von der Leyen, que ce soit Monsieur Macron, que ce soit Monsieur Merz, que ce soit Monsieur Starmer, sont confrontés à la question suivante. Soit ils abandonnent complètement leur ligne par rapport à la Russie et ils disent, voilà, après tout, on s'entendait avec l'Union soviétique du temps de la guerre froide, où quand même la situation était tendue. Hein. Par exemple, quand il y a eu l'intervention soviétique en Afghanistan, on était quand même sur une situation qui était tendue. Pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas maintenant? Ça ne veut pas dire qu'on va tout d'un coup tomber dans les bras les uns des autres, mais on peut trouver un désaccord. Oui, mais plus on attend, et plus la Russie sera dans une position de force. Donc voilà, surtout plus elle aura déjà dealé avec d'autres, comme vous l'avez dit pour la Chine. Donc il n'y a plus grand-chose à récupérer. Tout à fait, tout à fait. Et si on voulait, vous seriez ministre de l'économie, on va peut-être finir là-dessus, si on voulait sortir la France du pétrin dans lequel elle est, dans lequel elle s'enfonce surtout, si on comprend bien, vers qui on devrait se diriger aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on devrait faire? On a entendu par exemple notre Premier ministre dire qu'on allait passer au tout électrique, qui est sûrement une solution magnifique, je plaisante, pour nous sortir de la crise qui arrive. Donc je ne sais pas quelles seraient les pistes selon vous. Si vous voulez, il est très géopolitique clair. Et il faut à la fois répondre à un problème de court terme et répondre à un problème de moyen-long terme. Bon. Problème de court terme, c'est la pénurie. Oui, et là, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autre solution que d'ouvrir très rapidement des négociations avec la Russie. Bien. Après, sur le moyen-long terme, alors oui, vous pouvez dire d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, on va beaucoup augmenter la part de l'électrique direct. Oui, d'accord, mais il faut construire des centrales nucléaires pour ça. Faut développer aussi l'hydrogène comme source de production d'électricité. Ça peut se faire, mais ça prend du temps. Il faut faire les investissements. Où est-ce qu'on va les trouver? D'ailleurs, je précise, il y a ce problème-là. Bien. Et puis, ça ne réglera pas la production d'engrais. Ça ne réglera pas... Parce que, si vous voulez, une chose, c'est de considérer le poids du pétrole et du gaz dans l'énergie. Bon, c'est déjà un énorme sujet. Mais vous avez le poids du gaz et du pétrole dans l'ensemble des autres branches que l'énergie. Et qui est très important parce que nous sommes sur une économie, globalement, qui est très dépendante du pétrole et du gaz. Donc là, il va falloir réfléchir. Alors, je veux bien qu'on parle... Ah oui, nous avons des biomatériaux. Et c'est vrai que la France est un des pays les plus avancés dans le domaine des biomatériaux. C'est tout à fait exact. Mais pour que ces biomatériaux ou que ces biosubstances, par exemple pour les engrais, commencent à remplacer significativement, je ne dis pas de remplacer à 2 ou 3%, hein, je dis de remplacer à hauteur de 30, 40, 50%, ce que l'on fait avec la pétrochimie ou la chimie du gaz, il faut probablement une quinzaine d'années. Et il faut là aussi des investissements tout à fait considérables. Donc, la question c'est comment on combine cette urgence de court terme avec une perspective qui est importante hein, pour le long terme. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait véritablement décisif, c'est rouvrir des négociations immédiates avec la Russie. Oui. Ça, c'est le premier point. Cesser de faire les imbéciles sur la question de la fameuse flotte fantôme. Bon. Et puis 2, sur le moyen terme, lancer la production probablement d'une dizaine de centrales nucléaires, mais de la lancer réellement. Parce que pour l'instant, on en parle, mais il n'y a rien. Oui. Si vous voulez, il n'y a rien qui est fait. Et peut-être accepter soit de réduire certaines dépenses, soit de dire, bah oui, d'accord, nous aurons une dette qui montera à 130, 140% du PIB, mais ça en vaut la chandelle. Et surtout,
nous sortons du marché européen de manière à permettre à nos énergéticiens d'accumuler le capital nécessaire pour faire ces investissements. Parce que si vous voulez, les investissements, vous n'allez pas les créer du ciel. Donc voilà, c'est à peu de choses près ce qui me semblerait cohérent comme réponse à cette crise, en sachant que aussi pour le tout à fait court terme, il va falloir des mesures de soutien, mais qui à mon avis doivent être des mesures de soutien qui visent plutôt les entreprises, et en particulier les entreprises agricoles. Bon, ça c'est clair. Et il faut qu'à un moment donné, on dise la vérité aux gens. Oui. C'est-à-dire que le ministre de l'économie aille et dresse un tableau de la situation actuelle, de la situation dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, permette d'une certaine manière aux députés de comprendre comment cette crise va se développer et disent il nous faut un nouveau budget. Donc on se donne 2 mois, 3 mois pour refaire un nouveau budget qui corresponde aux urgences de l'heure. Puis dire aux Français, en effet, qu'on est en période de crise. Maintenant, on ne pourra plus prendre sa voiture pour partir en vacances, je ne sais pas, traverser Enfin, alors, il y a des choses qui vont... La question, c'est d'avoir, est-ce qu'on... question. Normalement, on devrait pouvoir, à condition d'être prêt à payer le gazole ou le super sans-plomb très cher. Donc, il est clair qu'on ne fera pas n'importe quoi avec sa voiture. Mais après, il faudra des mesures d'équité. Par exemple, toute une série de professions qui ont besoin de leur voiture. Mais bien sûr. Bon. Oui. Merci beaucoup, Jacques Sapir. Guy de Lafortelle, vous avez un dernier mot toute petite dernière question, juste un instant. Quand vous dites qu'il y a des contrats d'exclusivité, pardon, je reviens sur le gaz notamment. Pour moi, je pense au giga-projet sur la péninsule de Yamal, ou à la limite du cercle arctique, où il me semble que Total a des investissements absolument massifs. Et donc, c'est-à-dire que même là, sur le gaz de la péninsule de Yamal, il y a de l'exclusivité avec la Chine ? Alors, oui, bien sûr. Une partie du gaz de Yamal va être vendue à la Chine. Bah oui, puisqu'on ne veut plus l'acheter. Oui, on n'en veut pas, mais... Si vous voulez, on ne veut plus l'acheter. En sachant que Yamal, même du côté russe, ça demande des investissements considérables. Alors, vous avez eu raison de signaler les investissements faits par Total, qui d'ailleurs étaient passés par le yuan de manière à éviter les sanctions qui étaient déjà prises depuis 2014-2015. Mais vous avez par exemple Novatek qui va commencer à produire ses propres bateaux. La décision a été prise il y a 3 semaines à peu près. Il monte une société de chantier naval, avec d'autres d'ailleurs, de manière à pouvoir produire des méthaniers classe arctique. Ce n'est pas n'importe quel méthanier qu'on utilise pour emporter le gaz de Yamal. Faut des bateaux qui soient capables de passer au-dessus de 2 mètres de banquise. C'est pas rien. Je le dis tout de suite. Bon, ça, et puis les gazoducs. Mais oui, tout ça, ça va partir. Et le fait que Total soit partie prenante, bon, c'est quand même un actionnaire minoritaire dans Novatek. Il ne faut jamais l'oublier. Ils doivent avoir 40% des actions de Novatek. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça reste un argument, non, pour nous autres Français. Et puis, ils l'ont pas lâché. C'est un des rares investissements qui n'ont pas été lâchés depuis 2022. Et ils ont eu tout à fait raison. Si vous voulez, c'est une évidence. Mais même là, s'ils sont confrontés, enfin, quand le conseil de direction sera confronté à la demande chinoise, ils diront oui, attendez, on a des Européens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, on a des Chinois qui, eux, savent très bien ce qu'ils vont faire et qui le font, on va aux Chinois. Oui. Et si vous voulez, là, la Total ne peut pas dire « Ah oui, mais je veux que vous vendiez un petit peu à l'Europe. » D'accord, tu peux nous assurer les mêmes prix qu'à la Chine et surtout la même continuité de demande que la Chine? Non, donc tu te tais. C'est comme ça que ça se passe. La réalité du marché. On est vraiment les dindons de la farce. Oui.
Merci beaucoup Guy de Lafortelle et merci beaucoup Jacques Sapir. Jacques Sapir, Merci, monsieur Sabir. Votre livre La fin de l'ordre occidental. Voilà, on est vraiment dans la fin de l'ordre occidental, on a bien compris. Aux éditions Perspectives Libres. Et puis Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'information Investir sans costume, en plus d'être cofondateur de Tocsin. Merci beaucoup pour cette conversation passionnante. Beaucoup.